Ce cours prolonge la présentation générale du cours précédent en s'intéressant aux principales barrières de l'immunité innée. Dans un premier temps, nous présenterons les 3 principales composantes de l'immunité innée qui ne dépendent donc ni des lymphocytes ni des antigènes. Dans un second temps, le cours expose plusieurs mécanismes tout en précisant qu'ils seront détaillés plus tard, par exemple l'inflammation et le système du complément. Enfin, le cours finit par une réflexion sur la complémentarité entre les composantes innées et spécifiques. Voici les grands axes combinés de la protection innée contre les infections. Les barrières sont un ensemble hétérogène de nombreux mécanismes, soit permanents, soit inductibles en quelques minutes, au niveau de chaque tissu. La figure liste quelques exemples de barrières à la surface de la peau et des muqueuses. La plupart des barrières innées agissent sur les microbes eux-mêmes en limitant leur capacité d'invasion ou même en les détruisant. D'autres ont en plus la capacité à modifier temporairement la physiologie du tissu pour le rendre moins accueillant. Le microbiote, lui, assure une protection très importante dans le cadre d'une écologie microbienne à la surface de l'hôte. C'est un ensemble complexe de micro-organismes, principalement bactériens mais pas seulement, qui sont implantés durablement au niveau de sa peau et des muqueuses. Si un microbiote de bonne qualité est déjà bien installé au niveau d'un épithélium, ce sera plus difficile pour un micro-organisme pathogène d'y pénétrer. Détaillons donc l'effet du microbiote pour limiter les infections. Il est essentiel et passe par 2 types d'interactions. Des interactions directes entre microbes. Les compétitions et les associations entre espèces et souches microbiennes réduisent la probabilité qu'une nouvelle souche trouve un point d'entrée et se multiplie. On a aussi des interactions entre le microbiote et les cellules de la peau et des muqueuses. Leur exposition constante à des constituants microbiens va réguler un niveau d'inflammation de base et stimuler l'immunité, en particulier l'activité de phagocytose. De nombreuses recherches analysent comment différents troubles de l'immunité, tels que les allergies, sont influencés par la qualité du microbiote. De plus, les microbes commensaux présentent des antigènes eux-mêmes. Donc les souches microbiennes pathogènes seront plus facilement reconnues si elles présentent des antigènes communs avec des souches apparentées commensales, le système immunitaire y étant déjà préparé. Donc les barrières permanentes de l'immunité innée suffisent normalement à réguler le microbiote du fait que ces germes sont par nature peu invasifs et peu virulents et très sensibles aux agents oxydants. A contrario, l'altération du microbiote par diverses causes peut déséquilibrer l'immunité, déréguler l'inflammation et augmenter ainsi la sensibilité aux infections. Il existe un grand nombre de barrières innées permanentes propres à chaque tissu. D'abord, l'organisme présente un renouvellement constant de la peau et des muqueuses, ce qui les rend moins sensibles aux agressions de surface. On a de nombreux flux aériens et liquides, ainsi qu'une rythmicité de l'activité excrétoire qui contribue à éliminer les microbes qui pourraient adhérer. Les muqueuses et la peau sécrètent de nombreuses substances antimicrobiennes qu'on trouve ensuite dans le mucus, la salive, les larmes, etc. Parmi ces substances, on peut citer le lysozyme, des radicaux libres et des peptides antimicrobiens. Enfin, les tissus présentent en général des caractéristiques défavorables à la multiplication microbienne en contrôlant le pH, la disponibilité du fer et d'autres substances nécessaires à la croissance bactérienne. Par ailleurs, il existe dans les tissus normaux une activité de base de phagocytose. On trouve même des macrophages à l'extérieur des tissus comme dans les alvéoles pulmonaires. Enfin, la flore commensale normale contribue aussi à l'effet barrière comme on l'a déjà vu. Donc là aussi, il est important de réaliser que l'altération de ces barrières augmente la susceptibilité aux infections. Par exemple, une mauvaise qualité de l'air, chargé en poussière ou en ammoniac, va altérer l'épithélium et donc sa capacité de barrière. De même,
Une mauvaise qualité de la peau provoque des grattages et donc des infections cutanées au travers des microplaies. Les barrières innées inductibles découlent principalement de la reconnaissance de signaux de danger. Ils font appel à la sécrétion rapide de nombreuses molécules d'alerte, des neuromédiateurs, des prostaglandines, de l'histamine, des enzymes et des cytokines. On peut simplifier en groupant ces barrières selon 3 niveaux d'extension. On aura des mécanismes inductibles locaux, par exemple la production par les cellules lésées de substances antimicrobiennes comme les interférons, ou la stimulation des fibres nerveuses locales. C'est ainsi que s'expliquent les réactions propres à chaque tissu, par exemple la toux, la diarrhée, le vomissement, etc. S'y ajoutent les activités locales des cellules immunocompétentes, en particulier la phagocytose. On a aussi des mécanismes inductibles locaux régionaux qui démarrent dans le tissu atteint et s'étendront ensuite. Ils vont modifier la physiologie du tissu atteint, en particulier au niveau de ses échanges sanguins et de la mobilité des cellules. Ces mécanismes s'appuient principalement sur de l'inflammation et sur le système du complément. Enfin, on peut avoir des effets inductibles généraux car certaines cytokines produites dans le tissu lésé vont diffuser dans le sang et agir à distance sur d'autres tissus. 2 actions générales sont particulièrement notables. C'est la fièvre, due à certaines cytokines dites pyrogènes qui vont agir sur l'hypothalamus, et certaines cytokines qui vont activer la synthèse dans le foie d'un ensemble d'une vingtaine de protéines qu'on regroupe sous le terme de protéines de la phase aiguë de l'inflammation. Alors ces protéines peuvent avoir des effets directs antimicrobiens, mais aussi des effets indirects, par exemple en agissant sur la réparation tissulaire ou sur la coagulation. Ces différentes barrières vont aboutir soit à l'inhibition de l'activité des cibles, soit carrément à leur destruction, que ce soit des microbes, des parasites ou des cellules anormales. Vous comprenez donc que l'activation des barrières inductibles est à la fois protectrice contre l'agression, mais aussi à l'origine de nombreux symptômes locaux ou généraux. La maladie pourra être causée soit parce que ces barrières sont inefficaces et laissent l'agression progresser, soit au contraire parce que ces réactions sont excessives ou prolongées et affectent la physiologie normale du tissu. Voyons plus en détail certains de ces éléments que nous avons évoqués. Dès ce cours, quelques notions de base sur les cytokines sont importantes à comprendre. Il s'agit de protéines qui sont impliquées dans la communication entre les cellules immunocompétentes. Il peut s'agir d'une communication paracrine entre des cellules voisines, mais il peut aussi s'agir d'une communication endocrine à distance avec passage dans le sang. Mais dans ces 2 cas, les dosages de cytokines restent difficiles à faire et à interpréter parce que la sécrétion est locale, de courte durée et la présence dans le sang est à très faible dose, inférieure au nanogramme. On dénombre plus de 200 cytokines et plus de 200 récepteurs à ces cytokines. Elles sont regroupées en familles selon leur structure, leur fonction ou le type de cellule qui les produit. Certaines cytokines ne sont produites que par les lymphocytes en réponse à l'antigène et n'apparaîtront donc que lors de l'immunité spécifique, mais la majorité sont produites par différents types de cellules tissulaires et myéloïdes et donc dès le début de la réponse inductible innée. La plupart des cytokines agissent sur plusieurs phénomènes. Il peut s'agir de prolifération, de métabolisme cellulaire, de mobilité ou de différenciation des cellules. Quelques-unes seulement ont des effets cytotoxiques directs en induisant la nécrose ou l'apoptose des cellules qui y répondent. On parle aussi de groupes des cytokines pro-inflammatoires pour la dizaine de cytokines qui contribuent à déclencher cette réaction et de cytokines pyrogènes pour celles qui induisent la fièvre.
Alors la vidéo illustre un effet chimiotactique. Les cellules suivent la pipette qui libère la cytokine. Alors il s'agit d'une communication complexe car les cytokines sont souvent produites en combinaison ou en séquence en fonction de l'état d'activation et de différenciation de la cellule productrice. Et seules des cellules qui sont équipées du récepteur complémentaire pourront y répondre, alors que l'expression du récepteur est elle aussi régulée par l'activation et la différenciation de la cellule répondeuse. Enfin, l'action des cytokines n'est pas limitée au système immunitaire. On a vu des effets sur le foie et sur l'hypothalamus parmi d'autres. Réciproquement, les cellules immunocompétentes répondent à des productions d'autres systèmes, en particulier le système neuro-endocrine, puisqu'elles expriment des récepteurs pour des hormones et pour des neuromédiateurs. Parmi les cytokines, un groupe particulier est celui des interférons, qui ont une place très importante dans la protection antivirale. Comme toute cytokine, les interférons sont produits par des cellules activées et agiront sur des cellules qui expriment le récepteur correspondant. La catégorie des interférons de type 1 a un effet virostatique important car il induit une baisse temporaire d'activité dans les cellules réceptrices et donc la réduction de la propagation et de la production de virus. Face à certains signaux de danger d'origine virale, les cellules tissulaires infectées libèrent des interférons, ce qui rendra les cellules contiguës moins sensibles et ralentit la propagation jusqu'à ce que d'autres mécanismes de l'immunité prennent le relais. La figure en exemple montre les phases de défense non spécifiques puis spécifiques contre un virus grippal. Attention à distinguer qu'il y a différents types d'interférons parce qu'il s'agit d'un groupe hétérogène. Les interférons de type 1 dont nous venons de parler, notamment l'interféron alpha et l'interféron bêta, sont produits dans les tissus par quasiment toutes les cellules qui sont capables d'en produire et aussi d'y réagir avec cet effet notable antiviral. En revanche, les interférons de type 2, surtout l'interféron gamma, sont produits par des lymphocytes en réponse à l'antigène. Ils n'interviendront donc pas dans l'immunité innée, mais seulement dans l'immunité acquise. Enfin, il existe d'autres interférons qui ont des effets en dehors du système immunitaire, parce qu'ils agissent de façon plus générale sur le métabolisme et la prolifération cellulaire, par exemple dans les tissus reproducteurs et fœtaux. Donc des analyses fines ont permis le développement de nombreux médicaments à base d'interférons pour soigner des infections virales, mais aussi d'autres types d'infections et même des cancers. Un mécanisme très important de défense est la phagocytose. Elle peut détruire des bactéries, des éléments figurés et des petites cellules. La vidéo illustre l'activité phagocytaire d'un macrophage contre des levures. Les phagocytes appartiennent à 3 grands types cellulaires. D'une part, les macrophages et cellules apparentées qui sont présentes dans les tissus et qui ont des capacités de phagocytose étendues à différents types de cibles. D'autre part, les neutrophiles qui sont surtout capables de phagocytose bactérienne mais qui ont besoin d'être activés et attirés dans le tissu depuis le sang lors de l'inflammation. Enfin, les cellules dendritiques, qui jouent un rôle particulier parce qu'après phagocytose, elles vont transporter les cibles qu'elles ont à gérer jusqu'aux organes lymphoïdes pour interagir avec les lymphocytes. Ce schéma représente les différentes étapes de la phagocytose. C'est assez simple. La première est la reconnaissance et l'ingestion de la cible dans une vacuole. La deuxième étape est la production de composés toxiques dans cette vacuole sous forme de lysosomes qui fusionnent et digèrent la cible. Et enfin, la dernière étape est l'élimination des déchets et le retour à la normale de la cellule.
Ces différentes étapes peuvent être fortement augmentées par deux processus qui sont l'opsonisation et l'explosion respiratoire. Les opsonines sont des molécules qui vont faire l'intermédiaire entre la cible et les récepteurs du phagocyte, et il peut s'agir par exemple d'anticorps. L'explosion respiratoire est une forte augmentation de la production de composés toxiques oxydants, sous l'influence de cytokines. Attention toutefois que certaines cibles sont résistantes à la phagocytose, soit en inhibant leur ingestion, soit carrément en détruisant en retour le phagocyte qui les ont ingérés, grâce à des toxines. C'est particulièrement le cas des bactéries capsulées, et cela va aboutir à la production de pus qui résulte de l'accumulation de débris des cellules mortes. Remarquez donc que la phagocytose va intervenir dans les trois types de réponses immunes, en tant que barrière permanente, car il existe dans certains tissus, plus ou moins que dans d'autres, une activité phagocytaire de base, en tant que barrière inductible, puisqu'elle peut être amplifiée par les signaux de danger qui vont améliorer l'opsonisation grâce au TLR, et par les cytokines pro-inflammatoires qui vont stimuler l'explosion respiratoire. Et enfin, en tant qu'élément de la réponse immune spécifique, puisque les anticorps et les cytokines produites par les lymphocytes augmentent elles aussi considérablement l'opsonisation et l'explosion respiratoire. Reprenons en 2 diapos la fièvre et l'inflammation pour comprendre en quoi elles contribuent à la défense contre les agressions, mais aussi à la modulation générale de l'immunité. Il s'agit d'une question centrale pour le clinicien qui se demande souvent s'il doit intervenir avec des médicaments pour réduire la fièvre et l'inflammation, ou au contraire faire un simple suivi et laisser faire la nature. Donc la fièvre est une élévation de la température centrale du corps accompagnée de troubles neurovégétatifs et comportementaux. C'est un excellent indicateur des états de maladies infectieuses ou d'autres types de maladies, mais elle peut être très dangereuse lorsqu'elle devient excessive ou prolongée, en provoquant des troubles métaboliques et cardiovasculaires, des convulsions et des risques d'avortement. Elle est causée par les cytokines pyrogènes qui vont agir sur l'hypothalamus. Ces cytokines sont produites par les cellules immunocompétentes des tissus agressés en réponse aux signaux de danger, par exemple des endotoxines bactériennes. Juste pour illustrer, la figure montre une expérience qui a été réalisée chez des lapins infectés il y a plus d'1 siècle pour expliquer ce mécanisme. Avant d'être remplacé récemment par des alternatives in vitro, ce test de suivi de la température du lapin a servi pendant près d'1 siècle à vérifier l'absence de contaminants microbiens dans les produits pharmaceutiques injectables. Alors à quoi sert la fièvre ? Elle a des effets microbiostatiques directs en agissant sur le métabolisme et sur l'activité cellulaire. En revanche, elle est rarement suffisante à elle seule pour guérir car elle n'est pas microbicide. Elle va témoigner de l'activation des cellules immunocompétentes et donc de la mise en place des premières barrières inductibles. Et la réduction de la fièvre est un bon indicateur que l'immunité spécifique a pris le relais. Nous ne détaillerons pas l'inflammation qui est traitée dans d'autres modules, simplement voici quelques éléments de contexte. L'inflammation débarre en réponse aux signaux de danger PAMP et DAMP, mais parfois aussi en réponse à d'autres toxiques. Une inflammation minime ou modérée est utile. Elle augmente les échanges liquidiens et cellulaires du tissu avec le sang, elle agit sur la structure du tissu et la mobilité des cellules, et elle active des mécanismes antimicrobiens comme la phagocytose. En revanche, si l'inflammation est prolongée ou sévère, elle devient néfaste en perturbant le bon fonctionnement du tissu. L'inflammation peut même entraîner des séquelles importantes et durables comme la fibrose. Il est important de comprendre que le niveau d'inflammation est crucial pour réguler l'immunité,
en modifiant les interactions entre les différents types de cellules immunocompétentes. Alors on dispose d'un arsenal de molécules anti-inflammatoires, mais il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre en matière d'efficacité et d'effets secondaires, et c'est pourquoi il est important d'adapter le traitement à chaque situation en vérifiant comment évolue l'inflammation. Alors la complémentarité entre l'immunité innée et spécifique que nous venons d'évoquer s'explique en grande partie par les rôles multiples des signaux de danger. Ces signaux PAMP et DAMP sont reconnus par de nombreux récepteurs, en particulier les TLR, Toll-like receptors, et les PRR. Beaucoup de recherches y sont consacrées actuellement. Pour vous en souvenir, Toll veut dire génial en allemand. On distingue une quinzaine de récepteurs TLR qui sont capables de reconnaître respectivement les dendrotoxines bactériennes, les peptidoglycanes, les lipoprotéines, les ARN double brin des virus, etc., etc. La répartition de ces récepteurs est variable selon les types cellulaires et leur état d'activation. Sur le petit schéma, vous les voyez tous représentés, mais en fait, ça dépend des cellules. Donc leurs effets sont principalement d'augmenter la phagocytose, d'activer les barrières immunes inductibles et de les réguler. Mais il est aussi très important de comprendre qu'ils vont agir comme cofacteurs de l'immunité spécifique. Et la réponse spécifique sera donc modulée par la combinaison entre les signaux de danger et l'antigène. Voici 3 possibilités schématiquement représentées. Une cellule tissulaire reconnaît et réagit à un signal de danger, un PAMP sur une bactérie grâce à son TLR. Elle va le phagocyter. Il s'agit d'un mécanisme inné inductible. Un lymphocyte reconnaît un microbe grâce à un antigène à sa surface et il est stimulé en même temps par des signaux PAMP sur ce microbe. Là, on a une immunité spécifique directe. On a souvent une association avec un lymphocyte qui reconnaît un microbe grâce à un antigène à sa surface et qui est stimulé en même temps par les cytokines produites par une cellule tissulaire voisine qui, elle, a réagi au signal PAMP-TLR. Et là, vous aurez combinaison entre inné et spécifique. Pour aller plus loin, abordons quelques éléments de réflexion. Une question absolument essentielle est: comment l'immunité est-elle capable de distinguer entre les éléments étrangers qui nécessitent une réponse, appelée en général le non-soi, et nos propres constituants qu'il ne faut pas attaquer, le soi? Nous verrons dans un cours suivant qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les antigènes du soi et du non-soi, le plus fascinant étant le cas des virus qui produisent leurs antigènes non-soi à partir de la machinerie cellulaire soi. Donc, une première explication est le rôle très important des TLR dans la reconnaissance de structures typiquement microbiennes qui n'ont pas d'équivalent chez l'hôte. Une seconde explication est celle que nous avons commencé à présenter, qu'il faut un double signal de l'antigène et du signal de danger. Donc, un antigène non-soi plus des signaux de danger au cours d'une infection provoque forcément l'activation lymphocytaire. Un antigène non-soi mais peu de signal de danger, par exemple un microbe commensal, ne fera pas ou peu réagir le lymphocyte. Et un antigène du soi dans un tissu sain ne fera lui évidemment pas réagir le lymphocyte. Nous verrons même plus tard qu'il y a carrément des mécanismes de tolérance qui s'installent dans cette situation. Toujours pour réfléchir, 2 concepts nouveaux méritent d'être évoqués. Le fait qu'il existe de nombreuses variations interspécifiques mais aussi intraspécifiques des TLR, ce qui va les rendre plus ou moins efficaces à reconnaître différentes souches microbiennes et influence la sensibilité des espèces et la sensibilité individuelle aux infections, mais aussi de façon plus générale leur capacité immune. Deuxième concept, ce qu'on appelle la trained immunity. Alors c'est une sorte de mémoire mais appliquée au système inné.
En fait, au fur et à mesure des expositions, la réponse aux signaux de danger peut être modulée, par exemple, par une augmentation de l'expression des TLR correspondants. Donc on va avoir une augmentation du niveau basal de réponse aussi bien inné que spécifique lors de stimulations répétées. Et ça existe même chez les invertébrés avec une résistance progressive aux infections qui a fait même envisager des vaccins, entre guillemets, chez les abeilles. Donc, au bilan de ce cours, on voit que plusieurs types d'immunité sont mobilisés successivement et en association durant une infection. On va avoir d'abord les cellules tissulaires qui produiront les premières défenses, par exemple l'interféron. Ensuite, les cellules myéloïdes des tissus qui réagiront par la phagocytose et la production de cytokines, pro-inflammatoires, etc. On a d'autres cellules qu'on ne va pas détailler qui interagissent avec les cellules anormales, mais surtout de l'inflammation qui va résulter de cette première vague et provoquer l'activation et la mobilité des autres cellules immunocompétentes. Enfin, les lymphocytes T et B des organes lymphoïdes qui drainent ce tissu vont intervenir avec cette combinaison entre signaux provoqués par les mécanismes inductibles et antigènes. En plus de leur action propre, ces lymphocytes vont réguler grâce aux anticorps et aux cytokines l'ensemble des activités des autres cellules immunocompétentes. Au bilan de ce module, sur les relations entre les microbes et l'immunité, on peut retenir que l'immunité est composée de nombreux systèmes complémentaires et qui évoluent, que ces défenses permanentes ou inductibles agissent contre les infections mais qu'elles peuvent aussi générer des symptômes, et que les facteurs de virulence des micro-organismes et des parasites déterminent le type de signaux de danger qu'ils vont générer et donc le type de réponse immune. Alors il faut faire attention que ces facteurs varient d'une espèce microbienne à l'autre et même d'une souche à l'autre au sein d'une espèce. On pourra avoir dans une même espèce bactérienne des souches commensales, opportunistes ou pathogènes. Et il y a une évolution très rapide des microbes, à tel point qu'ils sont capables de développer des parades qui vont augmenter leur résistance aux défenses immunes. Ainsi, en résumé, l'immunité innée permanente suffit à contrôler la flore commensale, l'immunité spécifique est elle peu impliquée. Contre un opportuniste, il faudra à la fois des réponses innées permanentes et inductibles, et même des réponses spécifiques, qui heureusement sont en général rapides et de bonne qualité. En revanche, contre un pathogène, les premières défenses seront souvent peu efficaces et génératrices de symptômes, puis la réponse spécifique prendra un relais qu'on espère efficace. De plus, il s'installera une mémoire immune qui va assurer une protection durable pour empêcher la réinfection. Donc pour finir ce cours, le vétérinaire clinicien tiendra donc compte des aspects humains en fournissant des conseils de prévention pour améliorer la qualité des barrières, en réalisant un bon suivi de la réponse immune dans toutes ses composantes et en proposant un traitement respectueux des mécanismes protecteurs qui sont mis en place. Alors ça dépendra bien sûr beaucoup de la sensibilité de chaque individu, puisque un individu immunocompétent va pouvoir se défendre efficacement et durablement, quitte à rester porteur asymptomatique s'il s'établit un équilibre entre ses défenses et les résistances du microbe. En revanche, un individu immunodéprimé va présenter une sensibilité accrue. Donc le vétérinaire va adapter la démarche, puisque ces variations de l'immunité sont nombreuses, du fait du polymorphisme génétique, du fait de l'âge, du fait des cofacteurs, des conditions de vie qui peuvent affecter temporairement ou durablement l'immunité. Enfin, il est très important de prendre en compte ces notions de temporalité de la réponse immune qu'on a vues avec les différents temps d'évolution et de mise en place d'une mémoire. Voilà, fin de ce cours.